je ne suis pas sûr si ça va faire chuter le régime, mais oui, c'est la guerre d'usure contre le régime. Mida keneged mida. Mhm. La guerre d'usure que le régime iranien a tenté d'imposer à Israël est maintenant imposée à lui aussi. On vous dira le nom de ce sportif lorsqu'on le présentera à la fin de cette heure d'actualité sur Radio Kalita. Voilà donc pour le programme de l'heure d'actualité. Et bien voilà, il est 8h08 sur Radio Kalita. Nous avons le plaisir de retrouver Alex Greenberg. Alex, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Mais nous, ça va bien et on vous a sollicité parce qu'on a bien besoin de mieux comprendre un peu cette situation de mi-guerre, mi-diplomatie, mi-guerre, mi-négociation entre les Iraniens et les Américains. La première question que je voudrais vous poser, c'est d'abord, est-ce que ça peut durer longtemps comme ça ? C'est-à-dire ça peut durer jusqu'aux primaires, aux élections du mid-term en novembre prochain ? Ou alors on va assister à une sorte de développement qui risque de nous plonger véritablement dans un conflit à nouveau ? Je dirais quelque chose au milieu. Bien sûr, je ne sais pas exactement ce que va advenir, mais je dirais que oui, ce que vous dites, ça va continuer jusqu'aux primaires, mais d'autre côté, je ne vois rien de dangereux pour Israël, évidemment. Dans ce développement, c'est plutôt bénéfique. Voilà, on voit que l'Iran est en train d'attaquer tous les pays arabes adjacents. Et j'ai même vu hier ou avant-hier un commentateur égyptien s'écrier Arhab Dawla, le terrorisme d'État, c'est-à-dire qu'est-ce que se passe que l'Iran chiite attaque les Arabes, tandis que les Juifs sont calmes. Les Juifs sont calmes. Alors justement, est-ce qu'on peut rester calme comme cela longtemps ou vous pensez que par exemple la semaine prochaine, il y a une rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou et que Netanyahou va demander à Donald Trump de s'impliquer ? Je ne sais pas qu'est-ce que Netanyahu va demander, oui. va demander aussi. Je ne suis pas sûr qu'Israël doit s'impliquer maintenant. Oui. Justement, maintenant c'est idéal. Tout le monde voit que ce que se passe, voilà, ça n'a rien à voir avec Israël, mais bon, on sait tous très bien que les Juifs payent toujours, Oui. bien sûr, même s'ils ne sont pas impliqués, ils sont toujours impliqués. Mais cela ne risque pas de devenir plus dangereux parce que on voit littéralement le régime iranien épuiser sa force et ses ressources. Et justement, la réalité qu'on nous tous pouvons voir tourne en dérision toutes les estimations, je dois dire, débiles, franchement, qu'on a pu entendre ici en Israël. Voilà, l'Iran est devenu très fort. Oui. Notre situation stratégique est pire qu'en 48, je dirais, pourquoi pas pire qu'en 1917, pendant la déclaration Balfour, c'était encore pire. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Et je dois rappeler aussi que dans les régions du sud de l'Iran, la température peut arriver à 50 degrés, c'est même un peu pire qu'à Paris il y a quelques semaines. Et il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'électricité. Les pannes d'électricité, les courts-circuits se multiplient en Iran chaque jour et non à cause de bombardements américains, mais à cause de l'exhaustion de ressources énergétiques. Et surtout, voilà, maintenant, il y a la blocade américaine sur l'Iran. Donc, et les soldats iraniens, je ne sais pas si c'est l'armée régulière ou les gardiens de la révolution, et non, il n'y a pas d'argent, pour leur payer leur salaire. Je parle des officiers, pas de soldats. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, Donald Trump, après avoir tenté la carte de la négociation parce qu'il était pressé par, on va dire, l'aile isolationniste de J.D. Vance, revient vers une sorte de guerre latente, une guerre, on va dire, d'usure contre le régime iranien et que c'est finalement cette guerre qui pourrait faire chuter le régime au bout du compte ? Et c'est exactement ça. Je ne suis pas sûr si ça va
faire chuter le régime, mais oui, c'est la guerre d'usure contre le régime. C'est exactement, je ne sais pas comment dire en français, Mida keneged Mida. Mhm. La guerre d'usure que le régime iranien a tenté d'imposer à Israël est maintenant imposée à lui aussi. Je crois que Trump a fait une décision très rationnelle parce que, encore une fois, le problème énergétique d'Ormuz est un problème mondial. Le président américain ne peut pas l'ignorer. Et selon tous les conseils militaires qu'il reçoit, moi aussi, à mon humble avis, il n'y a pas de solution militaire pour ce problème. C'est-à-dire, je ne le dis pas évidemment dans le sens pacifique qu'il faut parler avec l'Iran, non. Je veux dire que même si on attaque toutes les installations du régime iranien, les Iraniens quand même maintiennent leur capacité de répliquer et lancer des missiles de courte portée sur tout le pays du Golfe, et ils peuvent continuer, voilà, à jouer avec leur jeu de protection à Hormuz. Et le meilleur moyen, donc, c'est-à-dire quoi en bref, que n'importe quelle escalation militaire ne va pas éloigner ces problèmes-ci dans le Je- sens étroit oui. de confrontation militaire. Alors, on avait dit que Trump avait changé son fusil d'épaule et avait opté pour la négociation parce qu'il y avait les midterms et puis parce qu'il voulait préserver le prix du pétrole relativement bas. Or, on l'a vu ces derniers jours, Alex, le prix du pétrole a augmenté, je crois, de 15 à 20 dollars. On est à 86 dollars le baril. C'est pas tout à fait un prix relativement bas pour les Américains. C'est-à-dire, c'est pas véritablement un grand succès de ce point de vue-là, la démarche de Donald Trump. Bon, j'avoue que je n'ai nulle prétention d'analyser les prix du pétrole. C'est un sujet très, très compliqué. Mais on sait très bien que les fluctuations de prix du pétrole sont très volatiles et dépendent même des spéculations verbales. Par exemple, la même rumeur de l'insécurité causée par les Iraniens risque déjà de faire flamber les prix pétroliers. En tout cas, on ne peut pas laisser cette situation comme ça. Et voilà que l'Iran s'engage dans une piraterie pur jus, quoi, dans les détroits de Hormuz. On ne peut pas leur laisser faire, même si cela entraîne, voilà, des trucs pas le meilleur pour l'économie. Parfois, il y a des situations qu'on ne veut pas créer, mais quand même, il n'y a pas d'autre choix. Alors, on a parlé de cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu qui doit se tenir, sauf changement, lundi prochain. On dit qu'en fait, on va parler de l'Iran, bien entendu, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de l'Iran actuellement, mais il semblerait que le président américain ait d'autres reproches à faire à Benjamin Netanyahou sur d'autres fronts, en particulier le Liban et la Syrie. Le président américain l'a dit à sa manière, avec ses formules choc, en disant à Benjamin Netanyahou, il ne vous aime pas, Bibi, là-bas, donc essayez de vous retirer. C'est quelque chose de réaliste dans ce qu'on vous pensez qu'il va y avoir maintenant des pressions sur sur Benjamin Netanyahou, surtout alors que l'on rentre en période électorale, pour se retirer par exemple du Sud-Liban ou se retirer de la partie de la Syrie qui est actuellement occupée par les Israéliens? Peut-être, j'imagine que Trump puisse proférer quelques mots de sagesse à Netanyahou aussi. Oui, sur le fond de ces élections à lui, il ne veut pas se dessiner comme quelqu'un qui obéit Netanyahou, qui est alors, c'est quoi le narratif antisémite américain, que c'est aussi le français évidemment, que voilà, le lobby israélien, et Netanyahou a attirer Trump et l'Amérique vers cette guerre inutile et débile. Mais je suis pas sûr non, non, pardon, je suis certain que Netanyahou ne va pas jamais y céder, pas seulement à cause de ses considérations électorales aussi, qui sont contradictoires, les considérations électorales de Netanyahou et de Trump,
mais aussi parce que c'est une réalité élémentaire et simple. On comprend très bien que c'est hors de question, surtout après la découverte de toutes les infrastructures souterraines terribles de Hezbollah qui visaient les villes de notre nord. Et là encore, on peut dire d'une certaine manière, de la même manière que vous disiez à l'instant que l'Iran est aujourd'hui considérablement affaibli, on peut dire exactement la même chose sur le mouvement terroriste chiite dans le nord, c'est-à-dire qu'il est bien moins que l'ombre de lui-même depuis quelques mois. Oui, bien sûr, c'est évident. Bon, voilà, ça aussi, c'est très important à voir. Au début, on avait peur, en effet, on avait peur que Trump se mettrait d'accord délier sérieusement Oui. le dossier libanais avec le dossier iranien. C'est que le but, l'intérêt suprême des Iraniens. Maintenant, on voit que, et je rappelle à tous nos spectateurs que voilà qu'on est au milieu d'une trêve entre l'Iran et les États-Unis. Voilà, donc ça n'existe plus. Mais tout cela est possible à condition qu'on contrôle le terrain et dicte à cette petite compagnie, quelques messieurs, dames qui s'appellent le gouvernement libanais, qu'on leur dicte nos conditions. Oui. Uniquement dans ces cas-là, on peut garantir voilà, la situation actuelle plus ou moins où le mouvement terroriste chiite n'est que l'ombre de lui-même. Alors, et par rapport à la Syrie, parce que il y a une rencontre la semaine dernière entre Achara et Trump, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le président américain se laisse persuader, se laisse facilement convaincre par le président syrien d'exiger de Netanyahou un retrait des forces israéliennes? Est-ce que c'est dans le cadre de cette alliance, de ce rapprochement entre les États-Unis et la Turquie aussi? Est-ce que tout cela est lié à votre avis? Et oui et non. D'un côté, oui, il peut toujours dire quelque chose. La question, ce n'est pas si Donald peut dire quelque chose. Il peut dire beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses, d'ailleurs. Oui. Oui, il dit beaucoup de choses. La question est quel est son intérêt, à quel point il laisse convaincre. C'est sûr que l'ambassadeur Thomas Burke, j'ai oublié, c'est l'ambassadeur Au Liban. Au Liban et quelques ambassadeurs d'autres ambassadeurs. C'est vrai, ils ne sont pas diplomates, ce sont des hommes d'affaires qui, pour moi, sont occupés avec la promotion de leurs intérêts, je dirais même pécuniaires. Oui. Ils s'en foutent et ce qui concerne l'amitié, voilà, avec Erdogan, c'est plutôt, il ne faut pas l'exagérer. Et surtout, je crois que, notre opposition qui déteste Netanyahou ne peut pas comprendre une chose. Et on est devenu accro à cette habitude juive ashkénaze. Prendre au sérieux les paroles. Oui. Trump dit Erdogan is my wonderful friend. Oui. Bad things may happen. Oui, mais quand même, c'est Netanyahou qui peut arriver à Washington comme il veut, plus ou moins. Oui, et pas Erdogan. Ce n'est pas si simple. Mais c'est très volatile tout ça, parce que quand on voit Donald Trump, c'est-à-dire du jour au lendemain, il peut changer. Il y a des informations, par exemple, qui ont été rendues publiques aujourd'hui, sur lesquelles il y aurait eu des mouvements de pression de la part des pays du Golfe auprès de Donald Trump pour que Netanyahou soit écarté du pouvoir, c'est-à-dire pour tout faire pour que aux prochaines élections, Netanyahou ne puisse pas revenir, comme condition d'une apaisement régional, c'est-à-dire... Pardon Daniel, non, mais ce que vous dites, ok, c'était aussi quand on voit d'où viennent ces infos. Oui. Ça vient toujours, on sait très bien que si vous voyez... Alors d'où vient Barak David, il faut le jeter dans la poubelle, d'accord? Ouais. Dans ces cas-là, les Saoudiens... Barak David, pour nos auditeurs, il faut rappeler que c'est le correspondant de la chaîne 12 de la télévision israélienne qui affirme parler tous les matins à Donald Trump, quasiment.
Il ne dit que la vérité, c'est-à-dire vous prenez ces paroles, pardon, faites le contraire et c'est là, voilà. C'est ça la vérité. Mais les Saoudiens ont dit que les Saoudiens ont dit que oui, on veut la normalisation, mais à condition que Netanyahou ne soit pas au pouvoir. C'est plutôt ça vous fait rire, quoi. On peut s'en passer. Et je ne crois et aussi les intérêts, on voit très bien, par exemple, quand on suit les prix de pétrole. On voit très bien que les déclarations de Donald sont très logiques, très rationnelles et sont très cohérentes. Oui. Donc j'ai du mal à comprendre quel intérêt réel va avoir Donald Trump s'il est pour faire la normalisation. C'est ça l'avantage de Trump. Oui. À côté de paroles, il est sincère, on comprend très bien quels sont les intérêts, ces intérêts sont réels. C'est beaucoup mieux que les intérêts américains des présidents qui veulent aimer Israël avec leur amour sévère. C'est le rêve, le rêve de la gauche israélienne. On l'a bien compris. On a bien compris. Merci beaucoup, Dr Alex Greenberg, d'avoir répondu à nos questions sur ces dossiers brûlants qui restent donc les relations entre les États-Unis et l'Iran, avec Israël qui est pour l'instant sur la touche. Et vous nous dites, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux dans le contexte actuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Voilà, il est 8h24 sur Radio Qualita. Je vous propose d'écouter dans quelques instants la chronique de notre ami Eliaou Atlan qui nous parle des sages de Safed qui ont composé le très célèbre piout de Eshet Rahil qui rend un hommage appuyé à la femme juive, en particulier au moment de l'entrée